La dynamique s'était inversée. Il ne s'agissait plus simplement d'arrêter un commandant compromis. Désormais, la mission était désormais évidente, localiser et capturer le responsable de toute l'affaire. Le chacal. Une présence trouble, sans visage qui manœuvrait dans les ténèbres. Mais Ibrahim Traoré n'avait aucunement l'intention d'attendre un nouvel assaut. Cette fois, il avait décidé de passer à l'offensive. Grâce à l'expertise de l'analyste numérique, la trace de l'appareil jetable fut retrouvée jusqu'à une résidence de prestige située à Ouaga 2000, un secteur serein, connu, pour abriter des diplomates, des cadres internationaux et des représentants d'instances mondiales. L'immeuble ne possédait aucune caméra dans ses couloirs. Trop pratique. Zongo lâcha. Peu importe qui se cache derrière ce chacal, il a des soutiens puissants. Il sait disparaître dans son environnement. Traoré, courbé sur la table. « De commandement ?» répondit d'un ton tranchant. « Alors, nous n'allons pas le poursuivre comme des militaires. Nous allons le piéger comme un voleur. » Il valida un plan silencieux. Nom de code, Opération Glaçaille. Pas d'uniforme, pas de sirène, aucune déclaration, rien que des ombres. Des hommes positionnés autour de l'immeuble, grimés en agents d'entretien, marchands de rue ou coursiers. Un soldat se fit passer pour un technicien et réussit à dissimuler des caméras miniatures dans les zones cachées des couloirs et les bouches d'aération. Le troisième jour, il fit son apparition, un homme grand, au visage marqué, arborant des lunettes noires, parfaitement habillé, toujours coiffé d'un chapeau. Il ne figurait dans aucun registre diplomatique mais possédait une clé de l'appartement 3B, le même lieu d'où avait été émis le seul signal du téléphone. L'homme ne quittait jamais le bâtiment aux mêmes heures, n'utilisait jamais 2 fois la même voiture. Mais il commit une faute, il commanda un repas. « Parfait », dit Traoré avec un sourire en coin, « c'est nous qui irons le livrer. » Ce soir-là, Zongo se déguisa en livreur. Il portait dans une main un sac contenant le dîner et dans l'autre, un appareil d'enregistrement discret. Quand la porte s'ouvrit, l'homme soutint son regard sans émotion. Il ne prononça pas un mot, régla en liquide, prit le sac et referma la porte. C'était suffisant. L'équipement avait capté tous les éléments, sa voix, ses gestes, jusqu'au son dans la pièce. L'enregistrement fut transmis à un logiciel d'analyse vocale. Le résultat fut immédiat, Alexandre Morel, ancien, agent des services secrets français, officiellement à la retraite, mais toujours actif dans les sphères secrètes. Dans ces cercles, on le surnommait la Cale. C'était lui, celui qui avait planifié l'assassinat du président autour d'un thé, mais l'arrêté ne serait pas un dossier sensible. Il ne disposait d'aucune couverture diplomatique officielle, et une arrestation publique pourrait provoquer une crise majeure. Une intervention trop précoce le verrait s'évaporer instantanément. Il avait probablement plusieurs stratégies de repli prêtes. Traoré prit le temps de réfléchir puis déclara « Offrons-lui ce qu'il attend ». Zongo arqua un sourcil. « Monsieur, nous allons lui faire croire que j'organise un dîner privé. Très sélectif. Il tentera un… » Second coup, Zongo hocha la tête lentement. Le moment venu, le piège élaboré était en place. Le président annonça un dîner discret dans la résidence présidentielle. Pas de journalistes, pas d'annonce publique, juste quelques invités minutieusement sélectionnés. L'information circula avec précaution, juste assez pour atteindre les oreilles ciblées. L'équipe de surveillance ne vit pas Morel quitter son appartement, mais son appareil jetable s'activa à nouveau. Un message fut intercepté en ville. Il annonçait sans détour une nouvelle tentative. Mais cette fois, Traoré n'était pas la cible désignée, il se trouvait déjà dans la cuisine du palais. Toute l'équipe de restauration avait été remplacée par des agents du contre-espionnage déguisés en cuisiniers. Chaque élément avait été vérifié, chaque plat, chaque ustensile, chaque boisson. Des micros étaient dissimulés partout. Sous les tables, dans les compositions florales, jusque dans les récipients à sel, à 19h30, le repas commença. 4 convives sélectionnés avec soin prirent place. Tous loyaux, tous alertes. Traoré siégeait à l'extrémité, vêtu non pas d'un uniforme, mais d'une tunique traditionnelle sobre. « Je ne voulais pas donner l'apparence d'une cible », expliquera-t-il par la suite. Zongo, quant à lui, surveillait depuis la salle de contrôle. Caméra, micro, capteur de chaleur, tout était sous contrôle. Aucun mouvement du 3B, chuchota-t-il. Tout est en ordre. Puis, soudain, un serveur entra, tenant un plateau de service. Zongo fronça les sourcils. « Attendez, ce n'est pas l'un des nôtres. Qui est cet individu ?» Les caméras confirmèrent en son absence sur la liste autorisée. L'homme avançait avec assurance, le visage inexpressif. Mais sa main droite tremblait faiblement. Il déposa le plateau puis recula. Traoré leva son verre, sans boire. Il fixa intensément le serveur. « Vous partagez un verre avec votre président ?» L'homme hésita. Traoré se releva doucement. « Tu as fui longtemps, Alexandre. Mais cette fois, tu t'es dévoilé. » En une seconde, la pièce s'agita. Les chaises raclèrent le sol, les gardes surgirent. Le serveur tenta de sortir un objet fin de sa manche, une épingle probablement empoisonnée, mais Zongo le maîtrisa au sol sans attendre. « Aucune arme, dit Traoré en s'approchant, juste du poison. » Encore une fois, il s'accroupit.
Tu pensais vraiment que le même plan fonctionnerait 2 fois ?» Le chacal releva les yeux, son visage tordu par la rage. « Tu t'es fait des ennemis que tu ne pourras jamais vaincre. »« Je ne les combattrai pas, » répondit Traoré. « Je leur survivrai. » Puis il ordonna « Pas de presse, pas de photos, enfermez-le. » Ce soir, dans l'endroit le plus profond, ce n'est pas un spectacle, c'est un message. Dans Ouagadougou, la nuit semblait calme, rien ne paraissait inhabituel. Pourtant, un événement majeur venait de se produire. Une seconde tentative d'assassinat avait échoué. Et cette fois, l'instigateur, le chacal, avait été placé hors de combat. Pourtant, Ibrahim Traoré savait que ce n'était pas fini. Ce n'était pas simplement une affaire de poison, ni de politique, c'était un avertissement. Quelqu'un, quelque part, était prêt à tuer pour le pouvoir. Mais maintenant, ce quelqu'un savait une chose essentielle. Ibrahim Traoré ne boirait jamais une tasse de thé sans en connaître le contenu. Et ce silence après la tempête était plus fort que la tempête elle-même. Aucune déclaration, aucune image. Celui qu'on surnommait la cale, l'homme dans l'ombre, fut enfermé dans un lieu si secret que personne n'en entendrait, plus jamais parler. Et pourtant, Traoré restait sur le qui-vive. Le danger persistait. Le lendemain matin, il était seul, assis dans son bureau. Il serrait la même tasse en céramique que la veille, propre, vide, mais encore lourde de sens. Il pensait au jeune militaire, porteur inconscient du poison, à Konaté, autrefois un homme de principe, désormais détenu, et au peuple, à ces millions de personnes qui lui avaient confié leur destin sans savoir combien de fois il avait frôlé la mort. On frappa doucement. « Monsieur », annonça le capitaine Zongo, « l'école de formation des soldats est prête pour votre intervention. » Traoré acquiesça d'un signe de tête. Cet après-midi-là, il entra dans la cour de l'école militaire nationale du Burkina Faso. Des centaines de cadets, parfaitement alignés, l'attendaient. Les rumeurs couraient. Ils savaient qu'un événement marquant avait eu lieu, mais ils ignoraient encore les détails. Sur l'estrade, Traoré se tint droit, sans notes, sans discours écrits. Il n'en avait pas besoin. Certains d'entre eux, « Vous, dit-il, n'ont pas encore compris ce que signifie l'uniforme que vous portez. » Il marqua une pause. Tous étaient suspendus à ses lèvres. « Vous croyez qu'il vous donne de l'autorité ? En vérité, il vous impose des obligations. » Il leva la tasse. « Cette tasse a failli me coûter la vie, pas à cause de son contenu, mais parce que j'ai confié ma sécurité à ceux qui ne le méritaient pas. » Les jeunes cadets restaient de figés. Certains ouvrèrent de grands yeux, d'autres serrèrent les poings. « Un jour, vous défendrez cette nation, et cela ne signifie pas seulement porter une arme. Cela exige de la droiture, de la vaillance, le courage de dire non, même face à l'or, même quand la pression est extérieure. » Son regard balaya la cour. « Je suis toujours debout, non par ruse, mais parce que je n'ai jamais oublié cette vérité. Une nation est aussi solide que la loyauté de son plus simple soldat. » Tourna la tête vers Zongo, leva la tasse et dit « Ce n'est plus un insigne de trahison. C'est un insigne de courage. » Il la posa sur un socle de pierre près du drapeau national. « Qu'elle vous rappelle que le plus petit objet peut dissimuler une menace ou symboliser une action héroïque. À vous de choisir. » Les cadets saluèrent. Certains essuyèrent leurs larmes discrètement. Ce soir-là, Traoré était assis en silence sur le toit du palais. Il observait le ciel viré au rouge. Il savait que ce ne serait pas la fin. D'autres chacals viendraient, d'autres poisons, d'autres complots, mais il était prêt. Pas parce qu'il aimait la guerre, mais parce qu'il préférait tomber debout que de vivre à genoux. Et ainsi, la tasse ne fut ni cachée ni reléguée. Elle resta à la vue de tous, entre les mains de ceux qui représenteraient l'avenir, un symbole de vigilance, de survie et de la volonté inébranlable d'un homme à ne jamais s'effondrer.